Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un monde de bulles, la seule émission intergalactique entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Messieurs, dames, les enfants, c'est parti pour une 7e saison d'un monde de bulles. Voilà, on tient le coup, on tient le choc, malgré les épreuves de la vie. Arthur, bienvenue Arthur de Pince. Bonjour plutôt. Bonne année comme tu veux. Bonne saison en tout cas, c'est parti. Avec des nouveautés, il y a la rentrée littéraire, mais ça existe aussi en bande dessinée. Et les éditions Dupuis frappent fort avec Zombilenium. Zombilenium, c'est ton nouveau bébé, après Péché Mignon. C'est une adoration que tu as depuis longtemps pour les zombies et les créatures maléfiques. En fait, oui, c'est depuis l'adolescence, je crois, même avant de m'intéresser à tout ce qui est sexualité, comme je le fais avec Péché Mignon. J'ai toujours envie de faire une histoire avec des monstres. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris parce que c'est un univers complètement différent, qui s'adresse pas au même public, qui est pas dessiné de la même manière. Mais voilà, je portais ça en moi et avec Spirou, j'ai enfin pu mettre ça à jour et donc voilà, c'était beaucoup de plaisir. Mais tu es un adorateur, je sais pas, des films de Wes Craven, des films qui font peur ou qui font rire et qui font peur? Pas tant que ça en fait. Je dirais même que les films de zombies, à part quelques-uns, globalement m'ennuie un peu en fait. Idem pour les films de vampires, surtout en plus avec l'espèce de mode des vampires qui m'agace je ne citerai pas de nom, mais voilà, ça on peut pas y couper. Mais par contre, je sais pas, j'ai pas une adoration forcément pour le genre de film de zombies ou le genre de film de vampires, mais par contre pour les monstres en général. Il y a beaucoup de choses que je pourrais citer, mais ça pourrait aller de Freaks jusqu'à Zombieland qui est sorti récemment. Mais disons que ce que j'aime dans ces films, c'est que c'est pas seulement des monstres, il y a aussi quelque chose derrière, il y a une humanité et c'est ça qui m'intéresse en fait chez les monstres. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch, Arthur, de ce premier tome de Zombilenium? Eh ben alors, je vais essayer parce que je vais essayer non plus de pas trop révéler ce qui se passe par la suite parce que c'est une série. Tout ce que je peux dire en 2 mots, c'est que donc l'enfer, qui est d'habitude vu comme une espèce de cave avec des flammes et où les gens brûlent pour l'éternité, et ben l'enfer en fait en 2010 ce n'est plus ça, c'est un parc d'attractions. En fait le diable a décidé de faire du business finalement avec ces âmes qui étaient damnées, tous ces monstres. Finalement, au lieu de les laisser croupir dans le sous-sol, il s'est dit je vais les remonter à la surface et les condamner, puisque ce sont des âmes qui lui appartiennent. Il s'est dit je vais les condamner à s'occuper d'un parc pour divertir les gens. Donc les visiteurs du parc pensent que ce sont des acteurs, enfin ce sont des gens déguisés, alors qu'en fait ce sont des vrais monstres. Donc il y a d'un côté la vie dans le parc avec ces monstres qui sont contraints d'amuser les gens, et en fait la vie dans les coulisses avec ces monstres qui tentent bien que mal d'avoir une vie normale et d'avoir des rapports. Et il y a un autre détail aussi, c'est que travailler à Zombilenium leur permet d'avoir une vie sociale et je dirais presque aussi une vie tout court. C'est-à-dire qu'ils doivent arriver au boulot à telle heure, ils ont des rapports de collègues de bureau. Donc il y a aussi ce décalage entre leur statut de monstre et aussi leur statut d'employé du parc. Mais alors Zombilenium, c'est une chronique sociale de monstres du quotidien, mais j'ai trouvé beaucoup d'humour dans ce que tu as créé. Et tu me disais en aparté, c'est pas forcément fait pour être humoristique, et pourtant moi, les BD humoristiques, souvent, m'ennuient à mourir, et là, j'ai beaucoup rigolé. Alors, comment tu l'expliques? Merci pour le compliment. Mais en fait, c'est justement ça aussi, c'est quelque chose qui m'a changé quand je suis passé de Fluide à Dupuis. Enfin, je suis toujours chez Fluide, mais disons qu'une des contraintes chez Fluide Glacial, c'était de faire des BD humoristiques. Et en passant chez Spirou, il n'y avait plus cette contrainte, c'est-à-dire que je pouvais faire vraiment ce que je voulais. Bon, il y avait une autre contrainte qui était qu'il fallait que ce soit tout public, donc ça m'a changé aussi, mais il n'y avait pas cette contrainte. Du coup, j'ai mis peut-être parfois des petites références marrantes, mais c'était pas le but, c'était pas que le lecteur se tape sur la cuisse. Enfin, donc c'était plus des clins d'œil. Mais le fil conducteur de la BD, c'est avant tout l'aventure et les rapports entre les personnages. Voilà. Alors, un des personnages au début qu'on va suivre, c'est un peu notre chemin, notre fil rouge, hein. C'est à la base un humain qui va se faire croquer par un vampire ou un loup-garou. Alors, on ne sait pas, parce que les deux le croquent très rapidement. Et d'ailleurs, ça fait partie des petites scènes où vraiment on rigole. Et donc, on va le suivre et il va arriver au parc. Bah oui, il faut bien qu'il bosse au parc, hein. Maintenant, c'est devenu un monstre. Cette histoire, tu l'as construite dès le départ en sachant où tu allais, c'est-à-dire combien de tomes, tu t'es dit je vais faire tel rebondissement, j'allais là,
où petit à petit tu rajoutes des scènes en disant tiens ça peut être marrant, ça peut être comme ça. Par exemple il y a une scène où on voit un monstre qui se prend pour Michael Jackson en moins bien dans le clip Thriller. Oui. Comment ça vient tout ça? Alors en fait c'est vrai qu'au tout début, on va dire pendant les 10 premières planches, j'avoue que je savais pas exactement où j'allais quoi. C'était sans filet. J'hésitais entre justement la chronique sociale et la BD d'aventure. Je savais pas. J'avais plusieurs idées de fin pour cet album. Et en fait, j'ai quand même écrit un moment le scénario jusqu'à la fin. Mais par contre, sans penser forcément au tome 2. Bon, là, maintenant, le tome 2, je l'ai démarré, je sais exactement ce que ça va raconter, je sais comment va démarrer le tome 3, mais je laisse quand même une porte ouverte à chaque fois, notamment, on parlait justement du personnage d'Aurélien qui sert au lecteur, en fait, à s'immerger dans la BD, parce que lui, c'est un personnage complètement lambda, en fait, comme ça, le lecteur peut se projeter dedans, et il nous permet de découvrir le parc au fur et à mesure, parce que Aurélien, on va le retrouver dans le tome 2, il va un peu monter en grade au sein de la hiérarchie. Donc, mais c'est vrai qu'alors j'ai une idée vaguement sur la fin, mais je ne peux pas dire combien de tomes il va y avoir. Bon Arthur, merci à toi. Eh ben, je t'en prie. On va se retrouver pour le tome 2, à peu près quand le tome 2? Écoute, ça sera, là ça va le tome 1, ça va être la rentrée, donc le tome 2, ça sera à peu près pareil. D'accord. Un an après. Une petite année, t'as raison, prends le temps pour nous régaler. Donc tu fais partie vraiment de l'actu très forte de cette rentrée, bande dessinée. On peut te demander une petite dédicace. Tu vas aller sur une terrasse exceptionnelle avec vue sur la Tour Eiffel, parce qu'on est au Palais de Chaillot ici qui nous accueille aujourd'hui. Je vous rappelle, il y a une exposition incroyable sur l'architecture et la bande dessinée, l'architecture dans la bande dessinée. Tout ça, vous allez pouvoir le découvrir. Et nous, on va se quitter quelques instants. On va aller à la galerie Art Ludique qu'on peut voir sûrement de ces toits de Paris ici, où David Crane, qui est un character designer qui travaille pour DreamWorks, notamment sur Shrek, sur Kung Fu Panda, on l'a rencontré, il exposait quelques-unes de ses créations. A tout de suite pour la suite de nos aventures. La plupart des gens que je peins sont en fait des amis. Des personnes avec lesquelles j'ai grandi ou que j'ai côtoyé à Hollywood et à Los Angeles. Des amis d'amis, tous les dingues que tu rencontres au gré du hasard et tous les décadents de Los Angeles. Cette jet set, c'est juste une part de l'identité de Los Angeles. On peut le voir dans nos films, ça fait partie de notre culture. Donc je m'inspire de tout ça et aussi de pas mal d'aspects de ma personnalité. Donc de moi bien sûr et aussi de mes amis. J'essaye de mélanger la tristesse, la mélancolie avec le bonheur, la joie et toutes ces énergies dans chaque peinture. Je joue sur les contrastes, sur la façon dont les gens se voient et la façon dont nos humeurs changent, sur la façon dont l'argent peut changer les choses, alors que cela ne règle rien, la façon d'utiliser la mode comme un exutoire aussi. C'est ça l'histoire de chaque peinture. J'essaye de condenser tous les aspects de l'humanité. Il y a du sarcasme dans certaines toiles, de la joie dans d'autres. Il y a aussi des peintures plus sombres. J'essaie de dresser un panorama de toutes ces émotions humaines. Dans cette toile, je voulais peindre Dieu en femme, utiliser le christianisme comme thème et en faire une interprétation plus moderne, en utilisant la mode pour illustrer l'autonomie et la puissance de la femme. C'est pour ça que j'ai représenté Dieu en femme.
La sexualité, c'est une grande part de nous-mêmes et aussi une part de notre culture. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Comme la mode, je m'en sers pour provoquer, pour attirer l'attention des gens. C'est une façon de dévoiler notre humanité. Le sexe, c'est établir des liens avec les autres, c'est interagir avec eux. C'est ce qui nous anime. C'est une chose magnifique. Retour ici dans un lieu, on peut le dire, totalement fantasmagorique. Nous sommes dans la suite L Décoration, signé Jean-Paul Gaultier, mon cher Philippe-Henri Turin. Ça va bien? Ça va très très bien. Un décor qui te plaît, cette jungle urbaine? Oui, mieux que les petites barres bleues qui nous accueillent et qui font un peu... psychédélique, tu t'es un peu perdu? Ouais, non, oui, ça fait un peu mal aux yeux. Une sorte de tourbillon, 4e dimension qui t'a envahi. faut le voir, quoi. Faut y être dedans pour comprendre. Alors pourquoi je choisis un lieu comme ça, mon cher Philippe-Henri? C'est que la bande dessinée est devenue un art extraordinaire, mais aussi les livres pour enfants. Aujourd'hui, à mon époque, à ton époque, on avait des livres qui étaient plus ou moins bien. Aujourd'hui, on a des œuvres illustrées. Et tu... À l'époque aussi. Voilà, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a mis la démultiplier et les éditions du Seuil, donc sortent Charles à l'école des dragons. Tu en es l'illustrateur et tu nous offres des illustrations, c'est moi qui peux le dire, assez incroyables. Moi, je peux le dire aussi. Tu peux le dire aussi, parce que tu as beaucoup travaillé. Comment tu es arrivé sur ce projet? Le livre est fait avec un auteur avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis 2002 maintenant, Alex Cousseau, un breton. Oh, un breton. Et C'est parfait. Qu'est-ce que tu veux? Personne n'est parfait. Ouais, enfin, on fait ce qu'on peut. Hein. J'ai trouvé un breton. Bon. Et Alex, c'est la première fois qu'on fait un livre en fait où moi je l'appelle au téléphone et je lui dis tiens, j'ai l'idée d'un personnage. Et voilà, et on a discuté comme ça pendant à peu près 1h30 au téléphone. Et finalement, pratiquement toute l'histoire s'est montée de cette manière. Puis au bout d'1h30, je lui ai dit écoute, ça serait bien qu'on arrête parce que ça va te coûter cher en téléphone. Et il m'a dit oui, surtout que c'est toi qui m'appelles. Donc voilà, j'avais totalement zappé le... Alors Charles, ce petit dragon, c'est un personnage que tu avais créé, je sais pas, en griffonnant de temps en temps pas du tout. Non, pas du non, tout. non, c'est une idée qui m'a traversé la tête. À un moment donné, je me suis dit, je sortais d'un gros livre sur les dragons. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un album pour les plus petits à partir d'un personnage de dragon. En essayant de garder la technique que j'avais utilisée pour Temps de Dragon, qui est très longue, assez exténuante. Donc, puisqu'il m'avait pris 2 ans de ma vie. Donc là, je savais que je partais pour 1 an, voire plus. Et juste l'idée de me dire, tiens, un petit personnage, enfin un petit dragon qui pouvait être gros comme un veau, hein, c'est pas le problème, mais un petit dragon par rapport aux autres, avec de trop grandes ailes, de trop grands pieds, un trop grand nez, de trop petits bras. Donc bref, il n'y avait rien qui allait avec ce personnage. Mais j'avais même pas fait de dessin. Alors, voilà, j'ai juste dit ça, Alex. Tu nous parles de ta technique. Quelle est cette technique, justement, de création? Alors, c'est un camarade qui m'a appris ça, où je l'ai aidé sur un livre. Et il m'a enseigné comment dire, c'est la façon de faire, c'est de découpler la couleur et les ombres et la lumière. Donc en fait, je fais, c'est un peu technique, hein, je fais un tracé au trait à une encre sépia, brun de noix, et ensuite je fais les volumes en lavis. Sépia, et une fois que j'ai ces volumes et les lumières, après je peux venir avec mes angles de couleur par transparence sur ce dessin et je monte les couleurs comme ça les unes derrière les autres, et si je veux augmenter l'effet de volume, je viens avec des petites touches de gouache, mais j'en mets le minimum parce qu'en fait on joue sur la transparence du papier comme l'aquarelle, donc plus on met de la gouache, plus on va matifier le dessin, donc voilà, moins j'en mets en fait, plus j'ai un dessin éclatant, ce qui est très dur en fait à reproduire après. Ce livre, on le disait, c'est un livre pour enfants. Charles qui va à l'école des dragons. Mais est-ce que lorsque tu travailles, c'est toutes ces réminiscences de l'enfance qui sont en toi,
ou c'est juste un regard d'adulte sur les enfants que tu as pu rencontrer? Je sais que tu as travaillé pendant pas mal d'années dans des écoles. C'est un peu ça, c'est-à-dire c'est le fait d'être avec les enfants, donc de faire des interventions. Attention, j'entends, je suis ni instit, ni professionnel à travailler pour l'enfance. Mais le fait de faire quand même pendant 20 ans des interventions dans les écoles sans arrêt, d'avoir comme ça ce retour, de les voir qui commencent à vous appeler oh, t'es jeune, après t'as l'âge de mon papa, et puis maintenant t'as pas l'âge de mon grand-père, mais enfin t'es plus vieux que mon père, quoi. Donc les années passent et eux ils ont toujours le même âge, hein. C'est jamais les mêmes, ils ont toujours le même âge. Et donc d'avoir leur réflexion, leur réaction, c'est déjà une bonne chose. C'est d'abord difficile d'avoir la grosse tête en étant illustrateur pour enfants, parce que eux ils aiment pas, et voilà. Et puis ouais, c'est ça, oui, c'est d'avoir leur regard sur le travail qu'on a pu faire, même si on n'en tient pas forcément compte, il reste toujours quelque chose. C'est-à-dire, ça nous fait avancer quand même. On progresse. On ne progresse pas seulement nous vis-à-vis de nous-mêmes, on progresse aussi par le regard des autres. Bon, Philippe Horry, merci à toi. Bah, pas de quoi, merci à vous. Charles à l'école des dragons, aux éditions du Seuil. Livre magnifique, tu vas embellir la rentrée de plein d'enfants et de parents aussi, il faut le dire, comme moi. À très bientôt, Philippe Horry, en tout cas. J'espère. Merci à toi, on va continuer nos aventures. C'est une rentrée, il y a des rentrées dans tout ce qui touche à la bande dessinée. Nos amis de chez Atacus ne sont pas en reste, ils continuent aussi leur travail d'orfèvre sur des œuvres incroyables. Et le grand événement de la rentrée, c'est notamment la sortie d'un nouveau Black Sad. Donc, ils ont créé une statuette de Black Sad. C'est parti, c'est Monsieur Nicolas Béard qui est allé à leur rencontre. À tout de suite. Voilà 13 ans que les studios Atacus reproduisent en 3 dimensions les héros que l'on a plutôt l'habitude d'admirer en 2. Un travail de précision qui peut prendre des mois pour les imaginer en volume, bref, un vrai boulot d'orfèvre. Sur des personnages à cette taille-là, c'est vrai que c'est relativement méticuleux parce que toute la période de placement du regard, ça peut prendre quelques jours. Les globes sphériques des yeux, à quelques millimètres près, tu pars vite dans un strabisme divergent ou convergent. C'est vraiment des détails de finition, mais qui ont une grande importance. On arrive à trouver des regards, des expressions qui sont plaisantes et expressives, quoi. C'est vite fait de déraper, mais il faut être précis. À tous les stades, à toutes les étapes. Et les prochaines sorties n'échappent pas à la règle. Côté nouveauté, John Blacksad est à l'honneur avec un nouveau buste et surtout avec cette sculpture de 40 cm de notre félin détective privé et de son compère Weekly. Et pour ce rendu très fidèle au graphisme de Juanro Guarnido, une étroite collaboration avec l'artiste est indispensable. Sur celle-là, on était parti d'un grand visuel, je crois qu'il est sorti en affiche en plus. C'était l'idée qu'on avait avec Juanro de faire un Black Sad de 40 cm, parce que c'est une taille un peu différente, où on arrive à bien retranscrire toutes les matières, les textures, il y a plus de détails. Là, la scénette avec les 2 personnages principaux, ça nous a bien convenu comme concept, parce que c'est une bonne mise en scène, on va dire. Le challenge, ou je sais pas comment on dit, c'est d'avoir des traitements différents pour un pantalon en flanelle, une sacoche en cuir, un blouson ou un impair, un tombé de drapé pour les pompes vernis. Voilà, on essaye de trouver par rapport à son graphisme, l'époque vestimentaire, là, les années 40, voilà, le style de l'époque, les fringues qu'ils avaient, les pompes et tout ça. Plus la collaboration est étroite, plus l'aboutissement peut aller loin. C'est-à-dire que au stade premier de la conception de la pièce et de l'élaboration ou du choix du positionnement, c'est vrai qu'il faut consulter l'auteur, savoir si c'est un visuel exploitable, s'il le voit bien en 3D, et on trouvait que ce visuel-là s'y prêtait bien. Bon, après, à toutes les étapes de recherche de positionnement, ou de finition, d'ajustage de visage et de texture, l'auteur intervient, bien sûr, c'est beaucoup plus pratique. À chaque fois, on a des discussions comment on appelle ça, pour mettre nos diapasons en accord, pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle quand on parle de traitement de fourrure, de poils, justement de détails qui peuvent être un peu difficiles à régler.
Avec Olivier Vatine, c'est le cas. Voilà quelques années qu'il collabore, alors pour retranscrire la sculpturale plastique de Sixi de Troyes, c'est un peu plus facile. Comme on avait déjà pas mal bossé avec Olivier, on a peut-être une habitude plus grande de son traitement anatomique. Mais là, on voulait restituer l'esprit un peu coquin et aguicheur de la Sixi, un peu plus féline dans ce tome-là. Voilà, c'était l'esprit pin-up avec un petit sourire et sourire. La tronche est particulièrement réussie. On se place vraiment en traduction, sauf que ce qu'on traduit, c'est du domaine du sensible et du graphique. Donc il faut retranscrire avec sensibilité et se mettre un peu à la place, et essayer de comprendre l'univers. Retour ici dans un monde de bulles spécial rentrée littéraire du 9e art. Un des événements incontournables, ça va être bien sûr le nouveau Spirou et Fantasio, messieurs, dames, enfin messieurs surtout. Spirou et Fantasio, tome 51, Fabien, Johan. Du pur bonhomme, du pur bonheur, c'est pas grave, moi je garde, du pur bonhomme, c'est un peu incongru, ouais, c'est comme d'écouter du Richard Schneiderman. Voilà, ça c'est fait. Richard Schneiderman, c'est vraiment incongru, pour le coup. On va pas y arriver. C'est du lourd, donc tome 51, on va revenir à nos affaires. C'est du rêve de gosse ou du rêve d'adulte, tout simplement, ce tome 51, d'être dans la grande lignée des génies de la bande dessinée. Grande lignée, on va d'abord devoir le prouver. Mais oui, bien sûr que c'est un rêve de gamin. Enfin, je crois qu'avec Johan, quand on nous a reparlé de reprendre la série, on s'est dit, bah ça y est, on va pouvoir s'amuser vraiment avec ces super jeux que des grands anciens nous ont laissés et qui sont incroyables. Donc non, c'est avant tout un rêve de gamin. Et puis il se trouve qu'on y met un savoir-faire d'adulte par rapport au fait que l'un et l'autre, on a déjà des séries, des albums. Et que donc, contrairement à Franquin en son temps ou Tom et Jean-Ry, on ne débute pas avec la reprise de la série, ce qui à mon avis change un peu la donne. Johan, toi, gamin, tu lisais le Spirou version Franquin, version Fournier. Est-ce que tu avais, je sais pas, une adoration particulière pour un de ces grands dessinateurs? Eh bien, à vrai dire, Jean-Philippe, C'est cela. je les ai tous lus. Mais j'ai effectivement une période particulière que j'aime plus que d'autres, c'est celle de Franquin, puisque j'étais vraiment très fan de Franquin. Tu es franquinophile. Voilà, franquinophile. C'est un mot qui n'est pas incongru dans la conversation. Et je dois dire que j'ai tout de suite été attiré par son côté nature, à la fois poétique, un peu anti-militariste, gentiment moraliste, mais pas trop quand même. Et Le Nid des Marsupilamis, chef-d'œuvre, ce qui a fortement influencé aussi mon œuvre future, puisque comme le disait Fabien, on a des albums un peu derrière nous. Moi, j'ai une série qui s'appelle Toto l'ornithorynque aussi, qui est pour les enfants, et qui doit beaucoup à la vision naturaliste qu'avait Franquin, notamment dans Le Nid des Marsupilamis. Lorsque tu as su que tu allais travailler sur ce vaisseau mère incroyable de Spirou et Fantasio, qui a marqué de nombreuses générations et qui continue, tu savais comment tu allais interpréter, toi, ton Spirou, ton Fantasio et tous les personnages qui découlent évidemment autour? Spirou et Fantasio, après tout, c'est une série qui a été reprise par 8 couples d'auteurs ou auteurs, avec chacun une vue assez différente. C'est une sorte de boule à facettes. Et on peut attaquer sous différents angles. Alors le challenge, c'est un petit peu de reprendre une série qui n'est pas à soi, de mettre sa patte dessus sans la dénaturer, de manière à ce que le lecteur s'y retrouve. Et retrouve en fait finalement surtout un esprit qui est plus important d'ailleurs que l'aspect plutôt graphique des personnages. Malgré tout, reprenant la série principale, j'ai quand même eu envie de revenir à une sorte de forme plus classique du Spirou, plus iconique, puisqu'on a de la même manière décidé de lui remettre son costume de groom, qui n'avait plus depuis très longtemps, mais tout ça pour un souci vraiment d'identité très fort. Une des grandes forces de Franquin, c'était aussi le dynamisme dans tout ce qu'il créait.
l'élan, tout ça. Ça aussi, c'est un truc que tu as essayé de mettre en place sur cet album. Bah oui, j'ai pas le génie de Franquin là-dessus, mais en tout cas j'ai fait avec mes modestes moyens ce que j'ai pu, parce que ça fait partie des préoccupations, ça fait partie des ingrédients de Spirou. C'est de l'humour, de l'aventure et aussi beaucoup d'expressivité. C'est Peter Sellers, c'est beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans et j'ai essayé de l'insuffler évidemment le plus possible. Alerte aux orcons, fallait oser. Je vois que vous avez une certaine liberté chez Dupuis. 2010, c'est l'année de toute la liberté. Ah, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée du titre est venue de gens de chez Dupuis, donc ils vont pas nous jeter la pierre. Ils se sont dit, écoutez, vous avez un super concept dans cet album qui sont les orcons, qui sont quand même les créatures les plus stupides du monde, puisqu'elles ont même pas de cerveau. Et c'était super drôle pour nous de les mettre en scène. Et bah voilà, chez Dupuis, on nous a dit, il faut que ça soit dans le titre, c'est drôle, quoi. Donc Alerte aux orcons, très fort, un impact, c'est beau comme du Richard Klederman, si je peux me permettre. Hommage. Et ça a très bien fonctionné en interne. Ce que je dois préciser au passage, c'est que ça a été très rassurant pour nous de voir qu'en interne chez Dupuis, on a senti un vrai soutien de la part de l'équipe qui s'est dit, bah allez, on essaie une nouvelle équipe, on va essayer un petit peu de les pousser, de les motiver, et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en interne, on a l'impression qu'on est soutenu, ce qui est super rassurant. Et donc, du coup, la sortie de l'album, elle est assez agréable. Mais tous les deux, là, je vous vois très calme. Excusez-moi l'expression, mais c'est bandant de faire un Spirou et Fantasio quand même. Je vous sens tout zen, tout... Là, après le premier album, on en est à la période où on fume des clubs, tranquille. Oui, c'est ça. Alors, Johan rappelons que cet album est pour les enfants. Non, bien sûr, c'est hyper excitant, mais on est obligé de garder une espèce de recul professionnel. Mais on y arrive, parce qu'à un moment, on se plonge dans le truc, on se dit, mais c'est génial quand même. Bah, ça dépend des phases. Au moment des interviews, nous redevenons c'est complètement dans le contrôle, la canalisation des énergies. Mais quand on écrit ou quand on dessine, je crois, ou quand on en parlait, quand on travaille ensemble, c'est beaucoup plus à la déconnade. Cet album de Spirou et Fantasio, je le trouve assez potache, mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Renouer avec quelque chose d'assez décontracté, où on peut se permettre des blagues avec des vraies aventures, avec des vrais monstres partout pour que les gamins puissent se marrer. Mais donc, dans ces cas-là, on essaie de ne pas se mettre de pression. Mais par contre, l'énergie, l'envie de le faire, ouais, ça c'est bien entendu. Le vrai moment où on se lâche sur la création de l'album, c'est le moment où on va discuter du scénario, on va trouver des idées. Fabien propose un pitch, propose quelque chose, ou plusieurs pitchs. Moi, je vais en choisir un dans le tas. Tiens, celui-ci, je vois bien un truc comme ça, et puis là, il pourrait y avoir ça et ça. Et c'est un ping-pong. Au fur et à mesure, on invente des personnages, je les dessine, et ils rebondissent. Ah, celui-là, il est vraiment incroyable, on pourrait en faire ça. Et puis, on crée comme ça, on amoncelle tout un tas de petites bêtises. On trouve des gags au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment le moment le plus trépidant, où on est comme des gamins. J'ai un détecteur à bonnes idées, c'est quand j'ai un rire de hyène incompressible. C'est quand j'ai... Voilà, comme ça. Ça veut dire que c'est une bonne idée. On m'avait dit que c'était ton rire naturel. Ça, c'est de toute façon mon rire naturel, mais c'est mon rire de « Hey, on a eu une bonne idée !» Et moi, c'est quand je rigole comme Fantomas. T'imagines un peu dans les terrasses de café l'impression « Et ils font quoi? Un truc pour les enfants ?» Inénarrable. Inénarrable, exactement. Bon, Johan Vellman, Johan Klederman, merci. Il y a une logique là-dedans. À vous deux, c'est très beau. Spirou, tome 51, Alerte aux orcons. Voilà. Merde, évidemment. Et d'ailleurs, merci. On n'en a pas parlé de cet album, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça raconte? Quand les gens ont vu qu'on était extrêmement charismatique et beau, je pense qu'ils ont envie d'acheter l'album. Voilà. Non. Puis pour le tome 52, on parlera, je sais pas, de l'histoire. Peut-être. Voilà, On reviendra sur le tome 51, on parlera du tome 53 aussi. Exactement. Bon, messieurs, merci. Vous concluez cette émission Rentrée littéraire et du 9e art, évidemment. C'est la fin d'un monde de bulles. Merci de nous avoir suivis. Merci au Palais de Chaillot de nous avoir accueillis dans cette suite assez étonnante. Elle décoration signée par Monsieur Jean-Paul Gaultier. Voilà, du beau linge. Ciao, à la semaine prochaine. C'est donc parti. Force et robustesse, Jean-Paul, pour cette 7e saison d'un monde de bulles. Ciao.